Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir d'aller à la rencontre de Monsieur Brosson-Hubert. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis vraiment ravi de pouvoir vous accueillir du coup sur le podcast. Et en plus, vous travaillez en tout cas dans quelque chose qui m'anime et dans lequel je suis passionné, c'est les médias, la communication. Donc, vous êtes président du groupe A-Radio Group, si je me trompe pas, depuis 4 ans, si je me suis bien renseigné. C'est ça, 2018 exactement. Voilà. Et du coup, le concept, c'est du coup la création de contenu éditorial pour des marques et des institutions. Exactement. Sur le média radio, sur le support radio, à travers des formats longs, ce qu'on appelle des formats longs en 1 minute, sous forme d'interview. Donc le même exercice que nous faisons actuellement. Voilà. Donc je me suis aussi du coup intéressé à votre groupe et à vos projets parce que du coup vous avez une nouvelle, vous avez annoncé il y a pas longtemps sur le fait de lancer Valeurs Sport. Exactement. Du coup, c'est une nouvelle chronique radio qui est dédiée aux valeurs du sport et qui va, en dire avec la déclinaison des Jeux Olympiques qui arrivent bientôt, qui est dans l'air du temps, on va dire. Mais si vous voulez en dire un petit peu quelques mots, ça peut être bien avant de commencer l'interview. Avec plaisir. Donc l'idée de Valeurs Sport nous est venue de l'envie de comprendre quels étaient les ressorts entre guillemets des annonceurs qui s'impliquaient aussi bien financièrement que idéologiquement parlant dans toutes les activités sportives, notamment les grandes échéances, les grandes compétitions, mais pas que, aussi à travers la personnalité de certains athlètes. Donc justement, nous, ce qui nous intéressait, c'était de comprendre pourquoi cette implication, qu'est-ce qu'ils recherchaient et finalement, dans la globalité des pratiques sportives, qu'est-ce qui était une richesse pour les entreprises qui n'étaient pas à la base issues du sport et qu'est-ce qu'elles recherchaient. Et l'idée aussi, c'est d'aller un peu plus loin. C'est pas uniquement ce que l'annonceur apporte au sport ou aux sportifs ou à la pratique, mais finalement, qu'est-ce que ce sport ou qu'est-ce que ce sportif, qui peut être sous contrat ou sous sponsor, qu'est-ce qu'il apporte finalement aux équipes de l'entreprise et de l'annonceur qui collaborent à cette aventure sportive avec lui. Ok. Et puis du coup, vous avez du coup en la personne de Thomas Glavieux-Moreau, du coup, un animateur pour du coup cette chronique. Exactement. C'est tout de suite dit dès lors qu'on a commencé à constituer l'émission et la chronique, il nous fallait un animateur crédible, pèse dans ce milieu-là et qui soit à la fois jeune et qui représente l'avenir. Et par des connaissances, on a rencontré Thomas et effectivement le feeling est bien passé et on avance avec lui. Bon, super. En tout cas, ça envisage de belles choses. Du coup, en tout cas, pour le sport, pour les valeurs du sport, pour les Jeux Olympiques qui arrivent. Et voilà. Du coup, on pourra écouter Valeurs Sport sur quelle radio? Alors, en fait, nous, on travaille bien évidemment au plus près avec nos annonceurs et ensuite, en fonction des cibles et des messages que l'on souhaite faire passer, on fait un media planning. C'est-à-dire qu'en fait, on sélectionne des stations, sachant que nous, en France, on travaille avec toutes les stations de radio. Donc, ce qu'on appelle les généralistes, que vous connaissez tous, les musicales, enfin, tout ce qui, entre guillemets, constitue le paysage radio en France. Ok, c'est super. En tout cas, c'est une bonne chose. Alors, quand on commence le podcast, généralement, un petit peu le warm-up, c'est de faire un petit portrait chinois de mon invité, et ensuite, après, on rentre plus dans la dominante du mental. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, on peut commencer par votre petit portrait chinois, et ensuite, on ira introspecter votre parcours, votre mental, et tout ce qui s'en suivra. Vous êtes OK? Je vous écoute. Allez, c'est parti. Si vous deviez être une couleur, quelle couleur seriez-vous?
Le rouge. Alors pourquoi vous choisiriez le rouge? Parce que je trouve que c'est une couleur vive qui représente beaucoup de choses pour moi. C'est la vie, c'est le sang. Le sang, c'est ce qui véhicule tout ce dont on a besoin pour être vivant. C'est une couleur que j'ai toujours appréciée. Si vous étiez à un moment de la journée, quel moment de la journée seriez-vous? Le matin, Pourquoi le matin? parce que j'ai été éduqué par un père qui m'a toujours dit que l'avenir appartenait aux gens qui se levaient tôt. Ah, je l'ai entendu régulièrement, moi aussi, celle-là. C'est vrai, c'est vrai. Si vous deviez citer un livre qui vous a inspiré ou qui vous inspire encore, ce serait lequel? J'en ai un livre qui m'a inspiré, qui m'inspire encore. Des livres, beaucoup de livres sur des histoires, entre guillemets, des récits réels et authentiques de soit d'entrepreneurs, soit de sportifs, mais honnêtement plus d'entrepreneurs. Est-ce qu'il y a une citation qui vous accompagne au quotidien? Oui, le meilleur reste à venir. Si vous étiez une qualité, quelle serait cette qualité? Fidélité. Quel est votre principal trait de caractère? Accrocheur. Est-ce que vous écoutez des podcasts? Pas beaucoup depuis quelques temps. J'ai pas le temps. Est-ce que vous en avez écouté alors? Oui. Si vous deviez en citer quelques-uns qui vous inspirent, que vous aimez écouter, ça serait lesquels? Alors, je suis pas très, moi, très honnêtement, au niveau des podcasts, j'ai plutôt tendance à écouter ce que mes amis me poussent et m'envoient. Donc, je les écoute à la volée. De là à vous dire, c'est tel, y a pas de, je suis pas dans une veine, entre guillemets, avec soit un animateur, soit un secteur en particulier. J'en écoute souvent suite à ce que mes amis me poussent. Ok. Et lequel vous a le plus inspiré? Ça peut être sur des hommes politiques, ça peut être sur des entrepreneurs. J'écoute dans ce type de format, je peux écouter du Thinkerview, je peux écouter tout un tas de choses comme ça, donc qui sont plutôt des formats un petit peu plus longs en termes de podcast. Mais je suis pas le bon client pour cette réponse, pour vous donner vraiment spécifiquement. Alors du coup, vous en avez écouté, du coup, lequel vous a le plus marqué? Dans les derniers que j'ai écoutés, c'était un témoignage sur la situation économique depuis la guerre en Ukraine, et au moment où je vous le dis, je suis en train de chercher s'il y a un titre parce que l'invité, je vous avoue, je ne me rappelle plus de son nom. Je vous le retrouverai, si vous voulez, je vous en ferai part. Avec plaisir. Oui. Si vous deviez me citer une personnalité sportive qui vous inspire? Zidane. Alors par rapport pas par rapport à ce que les trois quarts des gens pourraient vous dire. Ce que j'ai adoré chez lui, c'est un peu anticonformiste et c'est pas très politiquement correct, mais j'ai trouvé ça puissant, coup de tête qu'il a mis, parce que quelque part il a joué, ça aurait pas été lui, sa carrière était finie, et comme c'était lui, c'est passé. Et ça, pour moi, c'était synonyme qu'il y avait quelque chose chez ce garçon qui était au-delà de tout ce que les sanctions médiatiques pouvaient faire ou admettre ou ne pas admettre. Vous savez que du coup, mon podcast parle de mental. Si vous deviez choisir une personnalité que vous aimeriez entendre parler de son mental dans mon podcast, ça serait? Il y a un homme que j'aimerais bien entendre. C'est un peu pareil, j'enfonce des portes ouvertes parce que c'est pas un inconnu, mais c'est Bernard Arnault. Parce que très souvent, alors moi j'ai une fâcheuse tendance un peu à prendre les choses à contre-pied. On entend sur lui que des choses qui sont globalement, j'allais dire, pas très intéressantes en termes de psychologie, de dire que c'est la première fortune du monde, ça apporte rien. Par contre, de savoir comment on vit avec ça, comment on se met à l'abri des coups tel qu'il le fait, alors que des gens qui sont bien moins exposés, entre guillemets, financièrement ou en termes de réussite, prennent des coups à longueur de journée. Lui, ça passe au-dessus, au-dessous, à côté, mais en tout cas, ça ne l'atteint jamais. Et ça m'intéresserait de savoir mentalement comment il fait pour soutenir cette charge, assurer son quotidien d'homme, parce qu'à ces niveaux-là, il y a des problèmes de confiance. Avoir confiance aux gens quand on pèse autant, c'est compliqué. Avoir confiance aux gens quand on a autant de responsabilités, c'est compliqué. Éduquer ses enfants dans ce contexte-là, c'est compliqué, contrairement à ce que les gens pensent. L'argent ne fait pas tout, loin de là. Quand on arrive à des niveaux comme ça, je pense que ça dérègle beaucoup de choses. Et je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Bon, vous me donnez un grand challenge à venir. Essayez d'aller avoir une interview. Votre podcast, il va grimper. Ok. Alors, on va parler un peu de votre parcours maintenant.
Qu'est-ce qui vous inspire votre parcours? Est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu? Alors c'est compliqué pour moi parce que, comme je vous le disais, comme ma philosophie, c'est que le meilleur reste à venir. Je me retourne rarement sur ce que j'ai fait auparavant et du coup, ce que j'ai fait pour moi ne constitue pas une richesse plus que ça. C'est des passages et j'essaie toujours de regarder ce que je peux apprendre dans le futur et comment je vais le faire et ce que je vais le faire différemment surtout parce que c'est ça qui est intéressant. Moi, je suis autodidacte à la base, donc j'ai juste un baccalauréat assez généraliste et pas très valorisant pour tout vous dire. Et suite à ça, j'ai toujours voulu entreprendre depuis que j'ai 14-15 ans. J'ai toujours perçu ma vie professionnelle à travers l'entrepreneuriat. Surtout pour une forme de liberté, mais qui n'en est jamais vraiment une, puisque de toute façon, soit on a un patron, soit on a un banquier, soit on a des actionnaires, mais on n'est jamais tout seul comme ça, j'allais dire, les mains libres. Non, non, on a quelqu'un à qui on doit rendre des comptes, donc c'est pas tellement ça. C'était le côté aventure, c'est-à-dire aller sur des territoires que je ne connaissais pas, les comprendre, y apporter un regard différent de ce que le milieu pouvait y apporter, et essayer autant que faire se peut d'aller à contre-courant des tabous que ce secteur-là portait et entretenait. Et à Radio, d'ailleurs, issu de ça, c'est pas moi qui ai fondé à Radio, mais à Radio est issu de de cette approche qui est un peu disruptive. L'idée étant d'avoir un format, nous on appelle ça un format long, puisque c'est un format 1 minute, et que le référentiel de publicitaire est de 30 secondes. Et donc, au tout début de la radio, c'était un format de 2 minutes. C'était très très long et c'était quelque chose de jamais vu. Et c'est ça qui a créé, entre guillemets, la nouveauté. Et je serais tenté de vous dire que les acteurs de l'époque pouvaient le faire. Ils l'ont pas fait par tabou. Ça ne se faisait pas. C'était trop long, c'était trop cher, c'était pas calibré, c'était pas l'habitude. Et le fondateur de la radio a décidé de le faire et ça a fonctionné. Alors ça a été réduit après avec le temps, puisque il y a des histoires de délais, de prix qui se sont adaptés. Mais en tout cas, la force de la radio, c'est d'être sur un format qui n'est pas un format classique. Ok, super. En tout cas, j'aime beaucoup le concept et du coup, comme je suis fan de communication, du coup, je suis heureux en tout cas de pouvoir investir un peu plus ce monde de la radio. De quoi vous êtes quand même si vous me dites que vous retournez pas sur le passé, vous avez quand même certainement des satisfactions. Quelles sont-elles? Je pense qu'il y a une satisfaction qui est commune à tous ceux qui ont des parcours un peu atypiques, c'est de se dire qu'on n'avait pas forcément une trajectoire qui devait nous amener là, et effectivement de se dire je suis parti de ce point et aujourd'hui j'en suis là et j'espère que demain je serai ailleurs et après-demain encore ailleurs. Alors, quand je dis ailleurs, c'est peut-être sur le même territoire, mais dans une autre configuration et avec une progression. C'est ça qui est intéressant, effectivement. Moi, je suis passé par tout un tas de secteurs, la restauration, la parfumerie, la coloration capillaire, la haute couture, la défibrillation. J'ai une société où on vendait des défibrillateurs. J'ai fourni du matériel médical en Afrique pour l'organisation de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et puis ensuite à Radio. Et depuis maintenant 1 an et demi, j'ai racheté une société qui fait du e-commerce dans les pièces détachées d'électroménager. Je me diversifie, je continue la progression. Si je vous dis rendre possible l'impossible au prisme de votre parcours, est-ce que ça fait écho ou pas? Bien sûr. Tout ce qui est possible n'a pas d'intérêt, globalement. C'est déjà fait. Ce qui est possible est déjà fait. Ce qui est impossible est en cours. Et pour les miracles, il faut attendre un peu. Ok. Alors, on va parler de mental. Si vous deviez le définir, le mot mental, vous le définiriez comment? Je pense que le mental, pour moi, c'est le carburant pour avancer. Si vous n'avez pas de mental, globalement, vous passez votre temps à vous heurter à tout ce qui concerne le manque de mental, c'est-à-dire le doute, une sensibilité trop importante et qui vous bloque. Donc, il faut avoir le mental, il faut savoir où on va, il faut avoir un cap, le garder et quoi qu'il arrive, ne pas sortir de ce cap et avancer. Ça s'entretient. C'est vraiment un truc de sportif, le mental. Il faut s'entraîner, il faut le mettre à mal, il faut le reconceptualiser en cours de bataille, je serais tenté de vous dire, mais c'est un travail de sportif, le mental, ouais. Ok, alors moi je considère toujours les entrepreneurs comme des grands athlètes. Comment du coup vous me dites que il faut l'entretenir, le travailler, le muscler. Comment vous vous y prenez vous pour travailler le vôtre? Par la comparaison. Je me dis à chaque fois que j'ai une difficulté, je dis bien une difficulté parce qu'une difficulté ça se surmonte
et que je pense que dans des pays comme la France, on a des difficultés, on n'a pas des vrais problèmes par la maladie, mais ça, c'est autre chose. Il n'y a pas de frontière pour la maladie. Mais je me compare toujours. C'est-à-dire que je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, si je vais voir des combattants ukrainiens en première ligne et que je parle de mes problèmes, est-ce que globalement, ils vont avoir une petite larme pour moi ou pas? Je pense pas. Donc, faut avancer, faut trouver une solution. Et ce qui m'arrive n'est rien par rapport à ces gens-là. Donc, faut avancer. Faut trouver. Et finalement, c'est ça qui est intéressant. Ce sont les problèmes qui sont intéressants. Les problèmes qu'on est obligé de réfléchir, de donner le meilleur de soi, et aussi très important, c'est quand on a des problèmes qu'on est obligé de s'entourer. Et du coup, ça fait de la rencontre humaine parce que l'entrepreneuriat, ce sont des rencontres humaines. Exactement. Et en tout cas, l'idée de comparer, en tout cas, ces problématiques du moment à des problématiques plus, on va dire sérieuses, parce que ça dépend de qu'est-ce qu'on compare, mais du coup, ça peut aussi permettre de relativiser, prendre de la hauteur et aller de l'avant. C'est intéressant comme concept. C'est la première fois qu'on m'évoque ça, en fait, sur les nombreuses interviews que j'ai faites. Je trouve ça très, très intéressant, en tout cas, d'amener cette manière de voir les choses. J'ai envie d'évoquer avec vous la confiance en soi et également le droit à l'erreur. On va commencer par la confiance. Est-ce que votre confiance, vous l'avez acquise avec le temps et l'expérience? Ou c'est quelque chose que vous avez déjà eu dès le départ par votre éducation familiale, par, on va dire, les graines qui ont été semées dès votre enfance? Alors, c'est les deux. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un territoire favorable dans mon enfance, puisque j'ai manqué de rien, et à partir de là, c'est beaucoup plus facile de se construire et d'avoir confiance en soi. Et puis, après, c'est quelque chose, je serais tenté de vous dire, c'est comme le mental, c'est-à-dire que la confiance suit le mental, ou le mental suit la confiance, parce que c'est un coup l'un qui est devant, un coup l'autre. Et globalement, ça s'entretient, ça se travaille, mais c'est quelque chose de très, très important, effectivement. On parle bien de confiance en soi, pas de surassurance ou de... Est-ce que je veux dire? Avoir confiance en soi, c'est aussi, et moi ça m'arrive très très souvent, c'est accepter le fait que l'on peut se tromper, voire que l'on va se tromper, mais c'est être en paix avec soi-même. C'est-à-dire que, ok, je me suis trompé, j'ai essayé, j'ai peut-être pas été bon, mais c'est pas grave. Je vais pas me flageller pour ça. Au contraire, je vais en tirer l'expérience, je vais en tirer un apprentissage, une compréhension, et du coup, je serai plus fort. Donc, s'accorder le droit à l'erreur aussi, la confiance. Justement, on va en parler du droit à l'erreur. En fait, on entend souvent parler de l'erreur, de l'échec en France. Dans d'autres pays, on entend plutôt parler d'expérience. Ouais. Et comment vous situez, vous, par rapport à ça, le droit à l'erreur, l'échec? Alors, je vais vous faire une réponse qui va peut-être vous surprendre. J'ai le wording de la France et la mentalité un peu plutôt américaine. C'est-à-dire que des fois, je dis oui, je fais des erreurs, mais au fond de moi, c'est pas une erreur, c'est j'ai appris. Je sais ce qu'il faut pas faire, donc à partir de ce moment-là, je me sens plus fort et plus à même de continuer la route, et j'ai aucun problème vis-à-vis de ça. Me mettre dans la difficulté me pose aucun problème parce que je suis plutôt en accord avec moi-même et j'ai pas trop de problème avec le fait de me tromper, ça arrive. Le reconnaître, on grandit. Donc. Ça fait partie en tout cas, ça fait partie du parcours finalement. Tout à fait. Moi, j'ai pas été toujours comme ça parce que je pense que quand on est jeune, quand on est très jeune, on a tendance à avoir un peu d'orgueil. Mais aujourd'hui, vous pouvez le demander à mes équipes, j'ai aucun problème pour reconnaître une erreur. Je me suis trompé, je suis désolé, j'ai pas été bon. Ok. Et par rapport au regard des autres, vous vous situez comment? J'étais peut-être cash, je ne me préoccupe pas beaucoup du regard des autres. Et ça a toujours été le cas? Oui. Oui. Okay. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est très français, c'est quand vous n'avez pas fait d'études, que vous n'êtes pas formaté, dans un secteur d'activité, globalement, de toute façon, vous n'êtes rien. Donc, partant de ce postulat, on peut pas tomber puisqu'on vous place déjà en bas. Donc, vous faites votre bonhomme de chemin. Vous êtes assez souvent pas légitime sur ce que vous êtes en train de faire. Et finalement, la seule chose qui vous rend légitime, c'est d'y arriver, de le faire bien. Et puis, finalement, au bout d'un moment, vous êtes reconnu en tant que tel. Et puis voilà. Mais j'ai pas de problème sur le fait que les gens regardent ou pas, ou bien ou mal. Oui, en fait, vous tracez votre chemin. Ce qui me semble être intéressant. Vous connaissez bien le tennis. Est-ce que Michael Chang, il a eu honte de faire son service à la cuillère ou pas? Je sais pas. Ouais, je pense pas. Je pense que c'était une stratégie bien élaborée et qui a fait bugger l'handle. Exactement.
qui l'a fait bugger. Là où beaucoup d'autres se seraient rendus compte, parce que moi j'y connais pas grand-chose en tennis, mais j'avais cru comprendre ce jour-là qu'il y avait d'abord, il y avait plusieurs paramètres. Il y avait la fatigue, le doute, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de tennisman qui auraient continué de jouer de manière classique et qui auraient perdu avec les honneurs de manière classique. Lui, il s'est dit, bon, je vais tenter. Et on parle encore de lui pour ça. C'est ça qui est fort. Ah ouais, non, c'est clair. C'est clair que c'est très, très fort. Dans un de mes podcasts, ça me fait penser à Monsieur Chéry, en fait, qui à cette époque-là était le représentant France pour Reebok et qui du coup fournissait Michael Chang avec les petites étiquettes. Et il m'avait raconté un peu cette anecdote pendant le tournoi. En fait, le fournisseur américain leur avait fourni des t-shirts, mais seulement les badges n'étaient pas à la dimension réglementaire et qu'ils avaient ils avaient pas pu faire autrement que de défaire dans une nuit toutes les étiquettes à la main et de tout refaire. Du coup, ils avaient pas de couturière et du coup, ils avaient dû tout reprendre à la main en une soirée pour que Michael Chang ait ses t-shirts le lendemain à la bonne dimension. Ça m'évoque cet épisode incroyable avec plein d'anecdotes par rapport au tournoi. Bon, finalement, ne pas être formaté, finalement, c'est une chance. Pour plein d'aspects, oui. Parfois, il faut reconnaître que d'avoir fait des grandes écoles, d'être un produit formaté au sens noble, hein, pas forcément de manière défavorable, mais ça a du bon. Ça a du bon parce que globalement, c'est assez souvent des gens qui sont brillants, qui vont vite, qui de fait connaissent leur environnement, le maîtrisent rapidement, le font évoluer. Parfois, quand c'est de l'entrepreneuriat, ils en tirent les fruits beaucoup plus vite que ce que moi j'ai eu. Donc, en fait, c'est un autre parcours. C'est vraiment un autre parcours. C'est pas pareil. C'est pas les mêmes sensations. Moi, j'ai toujours aimé ce côté découverte, aventure. Il y en a qui aiment pas ça. Beaucoup de gens aiment être sur des territoires qu'ils maîtrisent parce que ça évite ça évite qu'il leur arrive des choses. Maintenant, moi, je dis toujours, vouloir qu'il vous arrive rien, il vous arrive rien, mais il vous arrive rien. Ouais, tout à fait. En tout cas, ce qui est intéressant de retenir, c'est que, quel que soit son parcours, à partir du moment où on a envie d'entreprendre une idée, puis bien s'entourer, et puis se donner les moyens, permettent d'y arriver aussi. Vous savez, aujourd'hui, il y a quelque chose, moi, qui me chagrine un peu, c'est le procès qui est fait au capitalisme. Le capitalisme, il est ni moral, il est ni immoral, il est amoral. Globalement, le capitalisme, c'est exactement comme un sport, quel qu'il soit, il y a des règles. Si vous rentrez sur un terrain de foot ou sur un terrain de tennis et que vous respectez pas les règles, que vous touchez avec la main un ballon de foot, ou que vous servez en tennis et que vous mettez les balles à côté, globalement, vous n'y arriverez pas. Est-ce que c'est de la faute de la raquette, de la balle, de l'arbitre, du tennis? Non, c'est la faute du fait que vous voulez pas rentrer dans les règles qui ont été établies pour tous. Et dès lors que vous rentrez dans ces règles, alors vous serez peut-être pas le champion numéro 1 mondial de tennis, mais même si vous jouez correctement entre amis, c'est un plaisir et vous en tirez quelque chose. Le capitalisme, c'est pareil. C'est-à-dire, dès lors qu'on comprend les règles, qu'on les accepte et qu'on rajoute à ça un tout petit peu de valeur humaine, c'est-à-dire un peu de courage, un peu de sérieux, un petit peu d'implication et autres, vous aurez quelque chose. C'est vraiment un système, contrairement à ce qu'on dit, qui est plutôt juste. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose, si vous mettez, 10 € dans la machine, il va ressortir quelque chose. Et souvent, les gens qui s'en plaignent, quand on discute avec eux, on se rend compte que pour X raisons, par peur, par manque de confiance, par manque de connaissances, en fait, ils cherchent pas à comprendre la règle, ils cherchent pas à y aller, et du coup, forcément, ça marche pas. Et du coup, ça devient un territoire déceptif. Ça devient j'allais dire une mauvaise expérience, mais c'est même pas vrai, puisqu'en fait, ils n'ont pas voulu apprendre les règles du jeu. Donc, c'est compliqué aujourd'hui. Il y a un rapport au travail, à la prise de risque, à l'entrepreneuriat qui est de plus en plus complexe, alors qu'il devrait, à mon avis, ne pas l'être autant. Ouais, je comprends. Famille ou pas famille, peu importe d'où vous venez. Il y a des gens, vous savez, vous prenez le milieu du sport, vous êtes bien placé pour le savoir, vous prenez le milieu du showbiz, le milieu de la politique, le milieu des affaires, vous aurez toujours des exemples de gens qui sont venus de nulle part, qui n'avaient pas d'argent, qui n'avaient pas de famille derrière, qui n'avaient rien, mais ils ont cru en leur bonne étoile, ils ont gardé le cap, ils ont pris des baffes, ils se sont relevés, ils ont recommencé, et ça passe. Et ça passe d'ailleurs d'autant mieux parfois que ce sont des caractères, des personnalités qui détonnent et qui du coup plaisent, séduisent, quelque part amènent quelque chose dans le secteur où ils se trouvent. Et ça fonctionne. Donc, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'aujourd'hui, le capitalisme n'a jamais proposé autant à tout le monde de trouver sa place, quelle qu'elle soit. Moi, je crois vraiment à ça en ce moment. C'est pour ça que je comprends pas bien
la posture des gens, des politiques et de la société et de la population en général par rapport à ça. Alors après, moi, de ce que je peux en voir et le fait de rencontrer quand même beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens, au contraire, qui ont quitté énormément leur emploi pour se lancer dans en tout cas en tant que solo-entrepreneur ou entrepreneur, chef d'entreprise, pour finalement être alignés avec des passions qu'ils avaient, des compétences qu'ils avaient, mais qu'ils avaient laissées de côté et qui sont réapparus pendant le Covid parce qu'ils tournaient en rond et finalement, ils sont redécouverts finalement à travers ce moment-là où ils ont eu ce temps d'introspecter sur eux-mêmes pour se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire après, si ça redémarre. Je pense que ça a été aussi une période propice à la réflexion. Ouais, c'est vrai. Justement, on va parler de réflexion, mais on va aller sur le côté motivation. Est-ce que vous avez des tips pour vous motiver, vous challenger dans vos projets, dans la diversification aussi de vos projets, puisqu'il y en a plusieurs, et pour toujours finalement toujours avoir la banane et aller de l'avant? Moi, il y a plusieurs ressorts. Il y en a un qui est très pragmatique et qui est, j'allais dire, il n'y a pas de passion, il n'y a rien, c'est de se dire juste aujourd'hui, vous pouvez être le numéro 1 dans votre secteur et vous écrouler le lendemain parce qu'il y a une nouvelle technologie qui est sortie, parce qu'il y a un nouveau comportement de consommation qui est arrivé, notamment vous parliez du Covid. Le Covid a vraiment perturbé et modifié complètement les comportements de consommation. Et on le voit d'ailleurs dans la distribution de tout ce qui est textile, vêtements et autres est assez perturbé. Donc j'ai toujours essayé de continuer de progresser dans des secteurs différents pour essayer de sécuriser mes investissements et mes affaires au maximum. Après, il y a ce que je vous disais en préambule, c'est-à-dire découvrir un secteur, c'est découvrir des gens, des nouvelles personnes, c'est découvrir des mentalités, c'est découvrir des freins, des accélérateurs, et essayer de se glisser dans ce nouvel écosystème et de progresser. Donc ça, c'est un vrai plaisir pour le coup. Après, votre question, c'était comment je trouve entre guillemets de la motivation pour continuer d'avancer. Ouais, continuer de toujours aller de l'avant. Ouais, voilà, avec toute la diversification en tout cas des projets que vous avez. Après, moi, je sais pas si c'est naturel, mais tous les matins quand je me lève, je suis content. Quoi qu'il arrive, je suis content parce qu'il va se passer quelque chose, parce que le soleil se lève, parce que je vais retrouver des gens que j'aime bien avec qui je travaille, parce que je vais être confronté à des difficultés qu'il va falloir creuser et faire en sorte, avec le peu d'intelligence dont je suis pourvu, de trouver des solutions, de m'entourer de gens qui en auront d'autres. Et ça, c'est super plaisant d'arriver le soir et de se dire qu'on a réussi à passer cette journée de plus, qu'on a construit, on a consolidé, on a partagé. Ça, c'est quelque chose qui me motivera toujours. Si je synthétise, c'est une positive attitude chaque matin et jusqu'à la fin de la journée, quoi. Oui, ouais, c'est ça, mais faut pas y voir un côté béatitude. Tout un tas de choses qui nourrissent c'est même pas une posture, c'est un état c'est un état d'esprit. J'ai toujours été comme ça. Et j'ai toujours eu conscience que moi, j'ai eu des périodes où j'avais pas d'argent, j'avais rien, c'était compliqué. Je suis passé par toutes les galères que les Français peuvent connaître. Je me suis toujours dit que le meilleur restait à venir, que j'allais faire des belles rencontres, et c'est le cas, et je continue d'en faire, et qu'il y aurait des belles choses à faire. Et on est dans un pays qui est pas en guerre, il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup de soutien, il y a plein de choses à faire, et donc voilà. C'est une philosophie de vie, en fait. Oui, non, vraiment. Ouais, pour le coup, je vous dis oui à 100%. Ok. Alors, dans votre vie d'entrepreneur, je suppose que vous êtes amené à avoir un peu de pression, peut-être à gérer un peu de stress. Ou pas, je sais pas. Comment vous faites est-ce que vous avez des outils? Comment vous y prenez quand vous avez des fortes pressions, en tout cas une charge mentale élevée pour la gérer? Voilà. Moi, j'ai remarqué, j'ai mon fils. Quand on a une famille, ça permet aussi de remettre l'église au milieu du village et de se dire, OK, bon, il est en pleine forme, il va bien, il est heureux. Voilà. Ça, c'est le principal. Le reste, ça se gère. Le reste, on trouve des solutions. Je crois que c'est Bernard Lavilliers qui disait dans une de ses chansons, tout s'arrange toujours, même mal, mais tout s'arrange toujours. Non, alors j'ai remarqué quelque chose, ça c'est un exercice assez simple que tout le monde peut faire, c'est que souvent quand on est confronté à des difficultés, même quand on est assez zen et qu'on arrive à décortiquer, j'allais dire, la situation et de se dire, OK, ça c'est une vraie difficulté, ça un peu moins, etc., je priorise, etc. Il y a toujours un moment donné où la fatigue s'invite, et quand on fatigue, on a tendance un petit peu à accélérer les choses,
accélérer la sensation de difficulté. Et au bout d'un moment, ça arrive à tout le monde. On peut avoir les larmes aux yeux, on peut avoir un sentiment que tout est perdu. Et quand on est à ce moment-là, moi j'ai compris très tôt qu'en fait, il y a à peu près 30% de la charge qui est artificielle. C'est-à-dire que si vous vous posez, vous regardez par la fenêtre, vous dites je suis en bonne santé, tout va bien, globalement j'ai un vrai gros problème mais je vais le gérer. Si vous revenez à ce niveau-là de zénitude, vous allez vous rendre compte que ce qui vous paraissait insurmontable 2 minutes avant, il y en a 30%, c'est le fruit, la construction d'un stress qui est issu d'une fatigue, et du coup, on grossit ça de 5%, ça de 2%, ça de 10%, et au bout d'un moment, on a un truc énorme, monstrueux, alors qu'en fait, il y en a 30% qu'on peut mettre à la poubelle, et puis quand on revient, on se dit factuellement, quel est le problème? Ok, c'est ça. Je vais faire ça aujourd'hui. Demain est un autre jour, donc c'est pas la peine de se dire et demain il va se passer ça, et samedi il y aura ça, et lundi, non, on est lundi, ok, qu'est-ce que je peux faire lundi par rapport à ce problème-là? Ça, je le fais. À partir de là, passera demain, je le ferai demain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est, encore une fois, c'est un exercice. Je pense comme un joueur de tennis qui arrive en fin de match, qui est fatigué, il sent que ses coups, il porte moins, etc. Au bout d'un moment, il peut se dire, ok, globalement, je vais me recentrer, je vais essayer de faire un seul service de malade, mais de gagner déjà un point en service, et je vais essayer en trois échanges de faire quelque chose d'assez fulgurant, quitte à ce qu'après je m'effondre et que je sois incapable d'envoyer une balle, mais ça peut peut-être renverser le cours de l'histoire sur ce match. Bah, si on fait ça, ça marche mieux que si on continue de jouer encore pendant une demi-heure mollement en essayant de s'économiser, et puis tout devient mou, et au bout d'un moment, bah, finalement, on perd parce que globalement, on a été mauvais sur les 30 dernières minutes. Enfin, c'est ma philosophie, je dis pas que j'ai raison, hein. Ah non, c'est intéressant en tout cas en tout cas l'approche est intéressante. Elle me fait beaucoup penser un peu. Souvent, moi, j'évoque un petit peu cet effet comme dans une montgolfière, c'est-à-dire être capable de couper les sacs qui nous clouent au sol pour prendre un peu de hauteur, et ensuite, bah, du coup, c'est un peu éliminer les 30% finalement, prendre un peu de hauteur, et puis ensuite revenir, se poser, puis gérer ce qu'on a à gérer de manière plus détachée et de manière plus efficiente finalement, puisque beaucoup plus lucide. Oui. Ok. Alors j'ai une dernière question. Allez-y. Parce qu'on l'entend souvent. On dit souvent que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. J'adhère à 100%. Alors, attention, il faut préciser. Quand vous êtes dans une situation où globalement vous avez analysé, c'est-à-dire les fondamentaux, et que vous vous dites, enfin, vous rentrez sur un court de tennis, vous êtes en pantalon, vous n'avez pas de raquette, bon, globalement, vous pouvez ressortir. Je veux dire, vous avez peu de chances de réussir à faire un match d'1 heure. Ça va être compliqué. Mais en tout cas, si vous avez les fondamentaux dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, il y a de l'adversité, il faut rien lâcher. Pour plein de raisons. La première, c'est que si vous estimez être normalement équipé, armé, si vous mettez la quantité de travail, si vous mettez tout le sérieux dont vous disposez, toute la volonté que vous avez, il y a un moment donné, ça va passer. Ça va passer parce que tous ces fondamentaux, au bout d'un moment, vont s'aligner d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'en face, c'est un concurrent, peu importe, c'est un marché qui est compliqué. Et au bout d'un moment, ça va porter ses fruits. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est quand même intéressant, même si on peut pas en faire un modèle, mais c'est qu'il peut y avoir un coup de chance. Il peut y avoir un coup de chance. Enfin, je veux dire, vous pouvez commencer une compétition sportive, globalement sur le papier, vous êtes sûr de perdre, pas de bol. En face, il y a le meilleur joueur qui se blesse, il y a un tournement de situation, il y a un doute qui s'installe, et vous gagnez. Donc, ça me fait penser au dernier match de l'Olympique de Marseille. Et puis auparavant, qui avait sorti le PSG, comme quoi il peut y avoir des surprises. Souvent la Coupe de France, c'est souvent. La Coupe de France, c'est le meilleur exemple. Je pense. Je suis pas sûr qu'il y ait un autre sport au monde où il se passe des choses comme ça. Jamais vu. Oui, chaque année en Coupe de France, il y a toujours des parcours incroyables d'équipes qui arrivent à se transcender par. Alors que j'arrive pas à voir, c'est peut-être les deux, mais vous allez peut-être pouvoir m'éclairer. C'est est-ce que dans cette Coupe de France, les grands clubs et les grands joueurs baissent la garde parce que c'est globalement pas une échéance monstrueuse et puis qu'ils se disent c'est gagné d'avance parce que les autres c'est des petites équipes et des petits joueurs donc on va y arriver, ou est-ce que c'est le fait de donner la possibilité à des petits clubs de jouer contre des grands, que ça les transcende et que du coup ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, ou c'est les deux, hein. Moi je pense que c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y en a certains d'un côté qui se relâchent et de l'autre côté ils sont à fond et c'est génial parce que ça marche tout le temps. C'est-à-dire que à chaque Coupe de France, les grands clubs pourraient arriver avec le couteau entre les dents en se disant on va quand même pas se faire ratatiner comme il y a 2 ou 3 ans ou 4 ans, peu importe. Mais non, à chaque fois ça fonctionne, donc c'est assez rigolo. Oui,
Moi, ce que je vois, après, c'est que mes hypothèses, c'est que je pense que les grands clubs ont des calendriers très chargés, donc forcément doivent jouer avec plusieurs championnats, plusieurs compétitions en même temps, forcément la fatigue. Donc, il y a peut-être des priorités pour certains clubs sur certaines choses. Quoique, pour moi, un grand club, il se doit d'être ambitieux et de viser de gagner tout ce qu'il peut gagner. Et après, je pense qu'il y a l'effet aussi de visibilité des petits clubs, et notamment des joueurs qui jouent dans ces clubs-là, en termes de potentiel recrutement. Parce qu'on a vu par le passé que de nombreux joueurs qui avaient créé des exploits, finalement, étaient recrutés derrière par des clubs de Ligue 2 ou voire de Ligue 1. En fait, c'était quelque part presque un moyen d'ascension et de promotion grâce à un match, quoi. Et du coup, ouais, c'est ça qui est aussi, je pense, et peut-être dans la tête aussi des joueurs de ces, entre guillemets, petits clubs. Et bon, en tout cas, ça reste des joueurs de football qui s'entraînent aussi, qui sont passionnés par le jeu. Et puis, et voilà, on est à 11 contre 11, hein, finalement. Après, tout se joue sur le champ de bataille en un match, quoi. Donc, mais c'est un peu la magie du sport, je trouve, qu'on retrouve là-dedans. Un peu comme la magie. C'est la magie du sport. Nous, avec la chronique Valeurs Sport, on se pose beaucoup de questions pour essayer justement de comprendre tous les ressorts, tout ce qui vient se loger dans le sport. Pourquoi ça passionne, pourquoi ça intéresse, pourquoi les entreprises investissent, tout ça, c'est ça qui est très intéressant pour nous. Et on se rend compte que plus un sport se professionnalise et finalement moins il y a de place, je veux dire, au rebondissement, à l'étonnement, finalement à aller à contre-courant de ce que tous les éléments, aussi bien financiers, entraînement, qualité de joueur, etc., imposent, et ben finalement c'est là où ça plaît le plus, quoi. C'est-à-dire que je me rappelle il y a quelques années la Formule 1 avec Michael Schumacher, le pauvre, en forme, mais comme il gagnait tout le temps, finalement les audiences baissaient parce qu'il y avait plus de surprises, il y avait pas de, c'était presque joué d'avant, donc c'est beaucoup moins intéressant. Et moi j'adore ces sports où je trouve que la dernière Coupe du Monde de football avec l'équipe de France, c'est incroyable ce qu'ils ont fait, incroyable. À tous les niveaux, c'est incroyable. Ouais, c'est clair. Ouais, jusqu'au même le dernier match, quoi. C'est ce revirement de situation. Enfin, oui, c'est vrai que c'est la magie du sport, même si à la fin, malheureusement, on n'a pas soulevé le trophée, mais ça nous a fait vibrer, quoi. Moi, c'est ma formule et ça n'engage que moi. Pour moi, ils ont gagné dans leur défaite parce qu'ils ont fait vivre quelque chose, fait que le match, il a eu une texture, une aspérité, une profondeur qui était juste exceptionnelle. Je pense que ce qui fait la différence aussi dans ce genre d'événement, c'est finalement, c'est cette émotion qui nous procure. C'est-à-dire ce suspense, ce revirement de situation et puis finalement, en fait, c'est ça, c'est un peu les montagnes russes qui nous ont fait, en fait. C'est la déception de les voir finalement se faire plier en première mi-temps et puis les voir revenir, finalement, on a l'émotion de se dire, on peut y croire. Et puis derrière, voilà, tout est possible et du coup, finalement, on est dans C'était pour moi, ils ont sportivement gagné et ils ont perdu par le règlement et un peu de malchance. C'est vrai. Mais bon, voilà, c'est comme, en tout cas, ils ont fait une superbe Coupe du Monde et puis on a eu des formidables joueurs, hein, aussi, hein, finalement, qui ont tenu cette équipe. Et au départ, en tout cas, les médias disaient que c'était pas gagné, quoi. Toujours, ça c'est la France. Bon, super. Merci beaucoup pour toute, toute cette richesse par rapport, en tout cas, aux questions que j'ai pu vous poser. La tradition du podcast veut que l'invité clôture et en fait, l'idée, c'est de poser votre pierre sur cet épisode et notamment en parlant de quelque chose qui vous tient à cœur de laisser clôturer l'épisode. Moi, si j'avais, c'est plutôt un message que j'ai envie de faire passer, c'est que croyez en vous, essayez des choses. Il faut essayer dans la vie. Il y a trop de gens qui n'essayent pas. Essayer, c'est accepter de se tromper, et se tromper, c'est pas grave. On apprend, on est meilleur, on est plus fort. Vous pouvez apporter. Ce que je dis ça, c'est pas forcément pour monter des entreprises, c'est pas ça. C'est même dans vos jobs respectifs. N'ayez pas peur de proposer quelque chose qui est différent. N'ayez pas peur d'aller à contre-courant. Ça veut pas dire que forcément vous allez gagner comme ça, mais en tout cas, il faut porter un regard différent. Moi, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que on a tous ce défaut. Moi, le premier. Notre vie, si vous voulez, elle passe à travers un objectif, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On a une caméra. Moi, je vous vois là, mais je suis sûr que si je bouge la caméra de 30 degrés à gauche ou à droite, ça sera pas la même chose. J'aurai pas la même perception, vous aurez pas la même posture.
Et en fait, c'est ça. Donc, n'ayez pas peur de changer la caméra qui est le prisme de votre vie à tous les niveaux, qu'on soit salarié, indépendant, entrepreneur, sportif, etc. La même scène vue d'un autre angle, différemment, c'est autre chose. Et il y a plein de, en fait, dans la vie, il y a plein de strates. Et dans toutes ces strates, il y a du bonheur, il y a du malheur, il y a de l'expérience, il y a plein de choses qui viennent se loger. Et il faut aller les chercher. Il faut pas avoir peur de tourner les pages. Et il y a plein de choses de super à faire et plein de belles rencontres. Mais il faut essayer. Ceux qui essayent pas, il se passe rien. Et voilà. Soyez acteurs de vos vies et il se passera quelque chose de beau pour vous, c'est sûr. Bah écoutez, Monsieur Brosson, merci beaucoup. Et du coup, hâte d'écouter les chroniques Valeurs Sport. Avec plaisir, vraiment. Et vous verrez, on va pousser nos annonceurs à aller sur des territoires où ils ont peut-être pas l'habitude d'aller. C'est finalement de leur dire pourquoi vous avez été sur ce sport-là, qu'est-ce que ça vous a amené dans les deux sens, d'aider un sportif et qu'est-ce que ce sportif a amené à vos managers, à vos salariés, à la conception de vos produits, etc. Et vous verrez, ça sera assez intéressant, je pense. Oui, et puis le mot de la fin aussi, c'est de se dire que les entreprises ont un rôle à jouer pour aussi aider nos athlètes français à pouvoir se préparer du mieux possible, parce que il y a quand même des sports où finalement ces athlètes sont obligés de travailler à côté. Et des technologies pour les Jeux Olympiques. Et du coup, toutes les entreprises, en tout cas, qui viennent en aide aux athlètes, c'est une vraie valeur ajoutée pour une potentielle médaille, en fait, puisque finalement, c'est du temps qu'ils gagnent pour aller mieux s'entraîner, finalement. Bien. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous. Et au plaisir de vous rencontrer un de ces jours. Plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci à vous. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.